Aux premières heures du jour, les porteurs préparent leur charge. Les oranges sont placées dans des sacs solidement fixés à un bambou et soigneusement équilibrés. Car les plus expérimentés vont porter jusqu'à 80 kg d'agrumes. J'entends me masser un peu les jambes pour relaxer un peu les muscles avant de redescendre avec notre charge là, sur les épaules. Il faut éviter un peu les crampes, tout ça. Il faut éviter d'attraper froid aussi. Pour Lewis et les autres, l'heure est venue de prendre la route. 3 heures de descente dans des conditions extrêmes. Pendant la descente, tu es obligé de te concentrer. Ah, tu as peut-être penser à rien, quoi. Parce que moindre faute, tu peux trébucher et tomber. Et tu peux même abîmer tes oranges. Ça vaut plus, quoi. Ça vaut plus rien. Après 1 heure et demie d'effort, la fatigue se fait sentir. Il faut redoubler de vigilance. Par le passé, des accidents graves ont endeuillé la cueillette des oranges. Mais cette année, tous les porteurs remplissent leur mission avec succès. Faut pas les abîmer en plus. Hein? Faut pas les abîmer en les Faut posant. pas les abîmer. Tout Ça, ça vient de loin. Ah, ça, c'est de l'or. Voilà. Et vous êtes fiers là, hein? Merci. On est fiers. Yeah! Hop, 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 hop! Sur l'ensemble de la saison, environ 4 tonnes d'oranges ont été descendues des hauts plateaux. Les porteurs se préparent maintenant à fêter ensemble l'exploit qu'ils viennent d'accomplir. Le lendemain matin, nous les retrouvons en tenue traditionnelle. À Tahiti, c'est la grande fête de l'orange. Noëlla savoure le plaisir d'avoir, une fois de plus, fédéré toutes les générations pour perpétuer la tradition de la cueillette. Chacun est venu avec leur famille respective pour partager tout ça. Et c'est ce qu'on aime, partager. Chaque année, la commune de Punaouia met à l'honneur les membres de l'association en organisant un défilé haut en couleurs. Pour l'occasion, les agrumes sont placés dans des filets traditionnels, les glanes.
À la fin du défilé, les porteurs iront vendre leur récolte au bord de la route pour leur propre compte. Pendant 2 mois, jusqu'à la fin de la saison, ils vont remonter sur le plateau des orangers. Les îles polynésiennes sont nées d'une série de gigantesques éruptions volcaniques sous-marines. Tahiti est la plus grande d'entre elles, mais également la plus élevée. Le mythique sommet du Diadème culmine à 1321 mètres. Le Diadème d'ici, ouais, c'est beau. Hein. Thomas Gestem est biologiste. Il survole pour la première fois ces reliefs accidentés, berceau de fabuleuses légendes. Chaque montagne a son histoire de guerrier. Un trou dans la montagne, c'est un guerrier qui a lancé une lance. Il y a vraiment 10 000 histoires comme ça. Ouais. Il y a 5 ans, Thomas a rejoint l'association Manu, qui œuvre à la protection des oiseaux de Polynésie. Il s'intéresse aujourd'hui à une espèce en particulier, le monarque de Tahiti. Le monarque, alors c'est un oiseau qui est en danger d'extinction. On en connaît 45 à Tahiti seulement, et nulle part ailleurs au monde. Avant, il était réparti sur l'ensemble de Tahiti, mais les rats l'ont fait disparaître partout ailleurs. Et on l'a retrouvé il y a 15 ans. Donc depuis, on essaye de le sauver en dératisant, en le protégeant, en le suivant. Donc voilà. Ce matin, Thomas est en repérage. Certaines zones reculées de Tahiti offrent une végétation propice à l'habitat du monarque. Il souhaite savoir comment y accéder, dans l'espoir d'y découvrir de nouveaux individus. Voilà, c'est une des parties où on veut aller, c'est vraiment là. Donc là, il y a 300 mètres de forêt qui conviendraient complètement au monarque. Et par contre, voilà, il y a une cascade de 100 mètres au moins dessous qu'on n'arrive pas à passer. Et donc on voudrait passer sur le flanc et pouvoir accéder à la belle zone qui est là. C'est vraiment casse-cou, ça c'est sûr. On est complètement prêt à tout. Si on arrive à trouver une dizaine d'oiseaux ou une vingtaine d'oiseaux, ben, ça représente 20-30% de la population mondiale. Donc oui, on est vraiment motivé pour retrouver le maximum d'oiseaux. Hein. C'est ici, dans la vallée de la Maruapo, que débute la recherche du monarque. Cette vallée est l'une des plus difficiles d'accès de Tahiti. Allez, c'est parti. Déjà, il n'y a plus d'eau dans cette cascade. Attention, là, ça glisse. Aujourd'hui, Thomas est accompagné de Caroline Blanvillain, une vétérinaire, et de 2 guides de randonnée qui connaissent bien la vallée et ses pièges. Waouh! Là, c'est... 3 heures d'ascension, 5 cascades à franchir, un véritable parcours du combattant. Ce passage-là, comme je vois le bas, alors que quand on est le long de la falaise, je vois rien. J'ai pas peur, mais alors là, celui-là... il m'impressionne. En fait, je déteste prendre des risques inutiles. J'ai 3 enfants.
Mais pour le monarque, alors là, c'est des risques calculés. Hein. Il n'y a pas grand monde qui vient dans ce genre de vallée. En plus, elles sont privées, souvent les vallées à Tahiti. Donc les accès comme ça sont pas évidents. Hein. Seules 4 vallées à Tahiti abritent encore des monarques. La moitié d'entre eux vit dans la vallée de la Maruapo. Et justement, à mi-chemin, l'équipe perçoit un bruit familier. On est à la frontière entre 2 territoires. On en a entendu, on a juste chanté. On va essayer de voir qui c'est. Des fois, ça les intéresse pas ce qu'on leur raconte. Puis des fois, ils sont stimulés, ils arrivent. Tiens, là, monarque. Juste perché là, à 3 mètres de moi. Tu le vois? Il est en train de monter le long de la petite branche. Il est très très curieux. En fait, il y a des fois, on les attire en lançant des objets rouges ou verts dans la vallée. C'est assez rigolo, ils viennent voir. Mais leur curiosité a des limites. Au bout d'un moment, ils n'ont pas vu grand-chose d'intéressant ou ils sont contents, satisfaits et ils repartent. La première rencontre est furtive. Cette zone n'abrite qu'un seul couple de monarques. Le groupe va devoir monter encore plus haut dans la vallée pour en rencontrer d'autres. Mais avant d'y parvenir, il reste un obstacle vertigineux à franchir. Bon, nous y voilà. Cette paroi de 30 mètres de hauteur. Ça, c'est un peu un monstre. Hein. Ouais, c'est la plus grande. C'est la plus grande cascade. Et elle n'est pas finie d'équiper encore. Donc ça va être échelle spéléo. Alors, est-ce que c'est encore solide? Ça a l'air. De toute façon, il n'y a pas le choix. Allez, la meilleure partie. L'échelle est instable. L'ascension périlleuse. J'ai trouvé un point où je peux me décoincer. Ah, c'est bon. C'est un peu délicat. Parce qu'elle est longue, donc. C'est pas sur les pieds que j'ai mal, c'est sur les mains. Et c'est pas évident de glisser son pied, donc il faut éloigner la corde par le bas pour pouvoir mettre le pied en sécurité. Oh, c'est l'horreur. Après 3 heures d'effort, le groupe arrive enfin à destination. On est arrivé. Je peux enlever les casques si vous voulez. Lorsque cette zone a été explorée pour la première fois en 2002, elle comptait une 30aine d'oiseaux. Mais en moins de 10 ans, plus de la moitié de la population a disparu. C'est bien quand ça s'arrête. Il y avait donc urgence à intervenir. On connaît actuellement 12 couples de monarques qui se reproduisent et il y en a 6 rien que dans cette zone. Donc la moitié de la population de monarques, ça vaut le coup de s'embêter à aller la voir. Surtout que ça n'a pas été fait pendant un certain nombre d'années. Donc là, il y a du boulot. Première étape, l'arrachage du Miconia, une plante envahissante surnommée la peste de Tahiti. Attention. Ça a été introduit comme ornemental en 1975. Et avec les oiseaux ont emmené les graines. Et maintenant, il y en a sur toute l'île. C'est vraiment une synergie d'espèces d'oiseaux envahissantes qui ont dispersé la plante envahissante. Et les Miconia font tellement d'ombre qu'aucune plante régénère. Et la forêt devient monospécifique de Miconia, sans insectes pour les monarques. Donc à terme, il
Pendant ce temps, Caroline recharge en poison l'ensemble des pièges à rats dispersés dans la zone. Ça nous permet donc de dératiser la vallée, le rat étant quand même l'ennemi public numéro 1 pour le monarque. Oh bah, voilà. Puisque c'est un rat qui est très arboricole, qui est capable de monter aux arbres très facilement, donc il exerce une prédation sur les nids, les œufs, les petits, et malheureusement aussi c'est les femelles qui couvent la nuit, et donc il mange les femelles le soir. En plus, c'est un animal nocturne. Donc voilà, tout ça fait que ça va très très vite quand le rat noir arrive et le monarque disparaît. Pour que la mission soit complète, Thomas espère capturer 1 ou 2 monarques afin de les baguer. Voilà, c'est vraiment ce qui nous aide à mieux les connaître, à les suivre, à savoir leur longévité, à savoir leur déplacement, leur fidélité aux partenaires, tout ça. Peu habitué à la présence de l'homme, le monarque n'est pas particulièrement méfiant. À condition d'avoir les bons outils et de s'armer de patience. Il est dedans, c'est bon. Voilà. Voilà, on a réussi à en avoir un. Voilà, et ça fera le 20e baguet sur 45 oiseaux connus. Ça fait quand même presque la moitié des oiseaux baguets. Ça a bien marché là. Ouais, bah, pour une fois qu'on le capture, celui-là, ça fait déjà 3 fois qu'on essaie de l'avoir. Il y a un On petit, est hein, carrément c'est peut-être la super femelle. Hein. Tant mieux. Ça veut dire qu'on peut encore choper le mâle. Si tu remets le... Oui, Tu veux pas la laisser? Depuis 2008, 35 naissances ont été enregistrées. le poids. 42 avec le sac. Il est vigoureux. Et bec 3, 37,5. T'as vu, il a des moustaches de chat, j'adore. C'est la première chose qui m'a marqué la première fois qu'on en a capturé un. Il y a son cœur qui bat à fond la caisse. Donc c'est la 37. Tous ces efforts pour un si petit animal. Oui, oui. C'est sûr que vu dans la main, c'est pas très gros. Ça fait 21 grammes. Mais voilà, tous les représentants de cette biodiversité ont le droit d'être sauvés et ont autant de valeur les uns que les autres. Même autant les insectes que les mollusques, qui au niveau du grand public ont sûrement moins d'intérêt et moins d'attrait. Mais voilà, qui on est pour décider que telle espèce multicolore est jolie et bonne à préserver, et une autre moins jolie, voilà, elles ont toutes la même valeur. Bon allez, on va te laisser tranquille. Merci de ta coopération. Et à bientôt. Cette île, elle vibre pour moi parce qu'il y a cet oiseau qui a besoin qu'on se batte pour lui. Et puis il n'y a pas que les oiseaux qu'on sauve. En fait, en sauvant les oiseaux de Polynésie, eh bien, on sauve tous les écosystèmes à chaque fois. Le monarque est l'une des 6 espèces d'oiseaux en danger critique d'extinction en Polynésie. Mais il n'est pas le seul. Thomas et Caroline vont poursuivre leur mission pour tenter de sauver une autre espèce menacée à 1600 km de Tahiti, aux Marquises.
Les Marquises sont un chapelet de 12 îles, dont 6 seulement sont habitées. Les Marquisiens l'ont surnommé Tefenoa Enata, ce qui signifie la terre des hommes. C'est l'un des archipels les plus isolés au monde. Une situation qui a permis de protéger son authenticité. Thomas et Caroline se rendent aujourd'hui sur Fatou Hiva, une île fantastique qui semble tout droit sortie d'un roman d'aventure. Fatou Hiva, c'est un peu l'île du bout du monde. Elle est uniquement accessible par la mer et seules de petites embarcations peuvent y accoster. Alors poser les pieds sur le sol de Fatou Hiva, c'est toujours un privilège. Ça y est, enfin la terre ferme? Ah oui, là ça fait du bien après 3 heures de mer. Qui parfois, là aujourd'hui ça a été à peu près, mais des fois c'est plus que ça et ouais, c'est assez éprouvant. Fatou Hiva, c'est vraiment une île qui se mérite. Il faut vraiment avoir envie d'aller puisqu'il n'y a pas d'aéroport, donc c'est assez difficile d'accès. C'est cher aussi pour louer les bateaux, pour nous, pour les actions. Donc voilà, elle se mérite vraiment cette île. Thomas et Caroline ont rendez-vous avec les habitants du village d'Omoa. Ils souhaitent les impliquer dans la sauvegarde du Homaokeke, une autre espèce de monarque, elle aussi en danger. Mais en ce dimanche matin, les rues sont plutôt désertes. À la fin de la messe, Thomas a donné rendez-vous à quelques habitants du village. Ils se rendent au fond de la vallée d'Omoa, où vivent les derniers Homaokeke. Il n'en reste plus que 29 sur l'ensemble de l'île. Le groupe va y planter des arbres fruitiers, ramenés de Tahiti par Thomas et Caroline. Un jaquet? Allez. Voilà. Bon Arthur, c'est bon pour celui-là? Nous, on va mettre le habiou un petit peu plus haut, là. Oui. Ces arbres vont permettre de reboiser les bords de la rivière, où vit le Homaokeke. Roberto est l'un des principaux artisans de cette opération. On a commencé avec peu de participants parce que la population n'était pas vraiment consciente de cette disparition. On voit que maintenant, il y a de plus en plus donc, de personnes intéressées. Donc on mise vraiment à 100% tous nos moyens, tous nos efforts sur cette vallée et avec les riverains et les propriétaires. Sarah est l'une de ses propriétaires. Quand on venait ramasser, cueillir, couper les régimes de bananes, il y en avait toujours un qui nous appelait de là-haut. Il faudrait que tous nos Homaokeke, nos monarques, Black monarques reviennent là où ils étaient. Et j'espère qu'un jour, on va pouvoir les entendre encore dans le village. L'opération est sur le point de s'achever
lorsqu'un visiteur inattendu se joint à la fête. Mai, Farah, un jeune homme au kéké là. Là. Ça, c'est un petit jeune qui est né il y a 4 mois, juste à côté. Il vient nous saluer. Quand il voit des personnes arriver, eh ben, il vient se montrer, il vient regarder. Hein? Il vient voir. curieux, hein? C'est un petit curieux, ouais. Tu es content d'avoir vu le mot kéké? Oui. L'instant est rare et c'est une grande fierté pour Sarah de partager ce moment avec son petit-fils. C'est la première fois que je le vois. Ah bon. Cette nature extraordinaire est l'une des grandes richesses des Marquises. Un trésor que la population souhaite protéger. Depuis quelques années, les Marquisiens s'engagent pour faire inscrire leur archipel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.